Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler des derniers résultats de l'entreprise JP Morgan, à savoir la plus grande banque du monde. Et en parallèle de ces résultats donc de l'entreprise, on vient aussi d'avoir un premier mois de déflation aux États-Unis et on constate que les défauts de paiement s'accélèrent chez les particuliers. Tout cela a fortement influencé le discours de la Banque centrale américaine cette semaine, aussi sur les taux directeurs, donc on aborde tous ces sujets en vidéo. Évidemment, il ne s'agit en aucun cas de conseiller en investissement, je vous partage ma vision sur des entreprises, etc. Et au final, à vous de mener vos analyses, c'est comme ça aussi que l'on apprend et que l'on progresse et c'est votre argent au final. Tout d'abord, JP Morgan Chase, pour rappel, c'est évidemment la plus grande banque du monde et je regarde régulièrement ce titre en bourse pour avoir notamment tout ce qui est les commentaires sur l'économie. Au niveau de l'entreprise, on constate qu'elle avait fait un point bas fin 2022, début 2023 au niveau des 100 $ et elle est aujourd'hui sur un plus haut historique à plus de 200 $. Donc l'entreprise s'est clairement bien comportée en bourse. Alors JP Morgan, c'est un business que je décrirais avec une croissance moyenne. C'est une très grosse entreprise qui a par contre une excellente gestion et des marges bien gérées. Globalement, c'est un business qui est très bien géré. Par contre, ça reste une très grosse banque. Au niveau de la croissance, quand vous regardez les chiffres, on constate qu'on a eu une énorme augmentation du chiffre d'affaires sur le deuxième trimestre 2024. Et quand j'ai vu ces chiffres, en les regardant pour cette vidéo, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce que si on regarde les trimestres d'avant, on a des augmentations beaucoup plus faibles. Et on va regarder un petit peu plus tard ce qui s'est passé. Comme je vous le disais, on est quand même sur une entreprise avec une croissance moyenne. Si vous regardez sur les 10 dernières années en composé, on a fait 6% de croissance par an. Je préciserai quand même que leur chiffre d'affaires a fortement accéléré depuis quelques années. Mais voilà, si on lit ce sur 10 ans, on est quand même sur une croissance qui n'est pas non plus très élevée. Au niveau de la marge, par contre, on est pas mal. On a une médiane sur les 10 dernières années à plus de 26% et actuellement, on était à plus de 30% de marge. Donc, c'est une entreprise qui se gère bien d'un point de vue des résultats. C'est aussi évidemment une entreprise à dividendes croissants et aussi une entreprise qui est considérée too big to fail. Et ça, c'est aussi important à mentionner puisque ça fait partie de la thèse d'investissement de beaucoup de personnes qui sont sur cette entreprise et aussi c'est pour ça que je la regarde vu que c'est une très grosse entreprise qui est quand même très respectée. Ils ont une certaine vision de l'économie. Comme je vous le disais, j'ai été surpris par la croissance, mais en fait, ça s'explique en allant regarder les documents financiers, ce que j'invite tout le monde à faire. Et ils ont vendu pour pas mal d'actions de Visa, donc qu'ils avaient en stock, ce qui fait que le chiffre d'affaires a bondi sur le deuxième trimestre 2024. Cependant, voilà, c'est un événement assez exceptionnel et ce ne sera pas forcément le cas chaque trimestre. Si on regarde un petit peu les indicateurs financiers pour que vous arriviez à sonder l'entreprise, on a, comme on regardait sur les 5 dernières années, en composé 14% de croissance. Et donc ça, c'est ce que je vous disais, qu'on a eu une belle croissance ces dernières années. Par contre, si vous regardez sur le plus long terme, la croissance n'est pas aussi fulgurante. Cependant, c'est respectable et il faut le dire. Si vous regardez sur les 5 prochaines années d'après les analystes, et on regardera avec des analystes plus tard, globalement, on serait sur une croissance assez faible. Et au niveau des marges, comme vous le voyez, on se balade, comme je vous le disais tout à l'heure, sur un profit margin qui est actuellement à 19% en 12 mois glissants. Et si vous le regardez sur les derniers trimestres, on était entre 22 et 30% selon quel point on regarde. En bas de l'écran, je vous ai mis la croissance du chiffre d'affaires que pour le consommateur et les banques locales. Donc vous constatez que la croissance est très faible, ce qui n'est pas étonnant. Comme je vous le disais, c'est une entreprise qui n'a pas forcément trop de croissance. Par contre, et ça c'est important pour plus tard, si vous regardez les provisions sur les risques des crédits qui pourraient ne pas être remboursés, donc les provision for credit losses, vous voyez qu'on a une grosse augmentation. Donc ils sont en train de mettre de plus en plus de cash de côté en prévision de défaut de paiement de la part des particuliers. Ça c'est très important, on va en parler dans la deuxième partie de la vidéo. On ne peut pas parler d'une banque sans parler du NIM, donc Net Interest Income. En gros, c'est l'argent qu'ils gagnent sur les dépôts en faisant la différence entre ce qu'ils vont rémunérer aux clients pour les dépôts et ce qu'ils vont se faire payer en investissant cet argent. Et c'est un point important à regarder sur les banques. Vous pouvez aussi évidemment regarder les bénéfices. N'allez pas trop regarder le flux de trésorerie disponible par exemple, ça n'aurait pas beaucoup de logique sur une banque. Donc voilà un petit peu pour les indicateurs. Je reviens à ce que je disais parce que sinon je continue à faire des tangentes et la vidéo va être trop longue. Donc généralement la marge sur les intérêts elle baisse si les taux directeurs des banques centrales baissent. Mais ça peut être compensé au niveau du chiffre d'affaires par plus de volume parce qu'on aura plus de facilité au niveau des emprunts. En effet, si les taux baissent, les personnes ont plus tendance à emprunter et donc même si on gagne moins d'argent dans les banques, on a plus d'emprunts. Donc ça peut se compenser. Par contre, ce que je préciserai, c'est que plus la banque est grosse et avec donc moins de croissance et d'acquisition de nouveaux clients,
plus le NIM, donc la marge sur les intérêts, est important. Et ça, je le précise parce que si les taux d'intérêt viennent à baisser à nouveau, eh bien pour une très grosse banque, il va falloir aller chercher des nouveaux clients et des nouveaux dépôts puisqu'on va moins gagner d'argent sur les intérêts. Et si vous regardez le NIM sur les 10 dernières années, vous constatez en bas qu'on avait eu une forte baisse lorsque les taux avaient baissé pendant la pandémie et depuis on est remonté, mais par contre là les taux sont en train de rebaisser très légèrement à nouveau. Et honnêtement, quand je vois la croissance qu'a eu JP Morgan sur ces derniers trimestres, je ne suis pas certain qu'ils arrivent à la maintenir, surtout si les taux viennent à baisser. Et les analystes pensent un petit peu la même chose. Ici, vous avez les projections sur le chiffre d'affaires et sur les bénéfices d'après les analystes. Évidemment, c'est leur avis, mais ça reste quand même pertinent de les regarder pour avoir une idée de ce que pense le marché. Après, évidemment, si vous investissez, allez faire vos propres prévisions. Et si vous regardez globalement, ils prévoient assez peu de croissance sur les prochaines années, aussi bien sur le chiffre d'affaires que sur le bénéfice. Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs pour moi un énorme problème sur une entreprise comme JP Morgan, puisque je ne pense pas qu'on investisse vraiment sur cette entreprise pour la croissance, mais plus pour d'autres aspects. Notamment le fait que ce soit une entreprise qui est extrêmement bien gérée, qui paye un dividende depuis de nombreuses années, qui l'augmente très bien chaque année comme vous le constatez ici, et qui n'a pas de problème à le payer. Et d'ailleurs, si vous regardez sur le très long terme, globalement, JP Morgan fait à peu près les performances du S&P 500, selon si vous regardez 5 ans, 10 ans, ça peut être plus ou moins haut, mais globalement, on n'est pas sur une entreprise qui a fortement battu le S&P 500 ni qui s'est fait battre fortement par cet indice. Donc globalement, c'est plutôt une entreprise qui est mature, qui est très bien gérée dans le temps et je comprends qu'elle attire les investisseurs. Au niveau de la valorisation sur le PER, donc le prix par rapport aux bénéfices, comme je vous le disais, il ne faut pas trop aller regarder d'autres indicateurs, notamment le free cash flow, ça n'aurait pas beaucoup de sens sur une banque. Mais si vous regardez au niveau de la médiane sur les 10 dernières années, on en est très proche. Ce qui fait que globalement, l'entreprise est plutôt sur une valorisation qui est historiquement en ligne avec ce qu'on la paye dans le temps. Je vais vous préciser aussi que l'entreprise ne correspond pas forcément à mon profil. Par contre, je comprends que certains parmi vous la possèdent en portefeuille. Vous avez été plusieurs à m'en parler à l'époque, notamment quand elle avait bien baissé et que vous étiez en train de l'acheter. Et honnêtement, je comprends quelle est sa place dans pas mal de portefeuilles. Et même si je ne vais pas forcément l'acheter parce que c'est pas une entreprise qui va m'intéresser, puisque je préfère regarder plus des entreprises que je comprends, notamment dans la technologie, dans les évolutions, aussi les entreprises qui peuvent être sur des disruptions de marché dans l'industrie. Et évidemment, je recherche aussi pas mal de croissance de par mon profil, mais il n'empêche que je regarde régulièrement cette entreprise car elle me permet de suivre le consommateur et donc ça va influencer des titres que j'ai en portefeuille qui eux aussi sont fortement influencés par le comportement du consommateur. Et ça nous amène à la deuxième partie de la vidéo où on va parler justement de la faiblesse du consommateur aux États-Unis et du début de déflation qu'on a constaté. Tout d'abord, les défauts sur les cartes de crédit sont en train de s'accélérer aux États-Unis. Si vous regardez sur ce graphique, vous avez ici l'augmentation depuis quelques trimestres des défauts de paiement à 30 jours sur les cartes de crédit. Donc en fait, quand on a une carte de crédit aux États-Unis, et ben toutes les fins de mois, il faut commencer à rembourser ce que l'on a mis sur la carte et on commence à avoir à nouveau des défauts de paiement qui réaccélèrent. Ce qui me fait de suite dire que le consommateur est un petit peu plus en difficulté. Ensuite, on a aussi le reste à investir qui est en baisse. Donc en fait, en anglais, c'est ce qu'ils appellent le personal saving rate et en français, ce serait le reste à investir. Globalement, l'argent que l'on peut mettre de côté. On pourrait aussi dire la capacité d'épargne. Mais là, on est sur un graphique pour les États-Unis. Et donc, ce qu'on constate, c'est que depuis la pandémie, il y a quand même beaucoup plus de difficultés en pourcentage à avoir de l'argent à investir à la fin du mois. Si vous regardez historiquement, on est quand même globalement au-delà des 5%. Et là, depuis 1 an et demi à 2 ans, on se balade plutôt vers les 3-4%. Ce qui montre encore une fois pour moi que le consommateur n'a pas tant d'argent que ça en ce moment. Et le dernier point qui me le fait dire, c'est le fait que la plus grande banque du monde est en train d'augmenter les provisions pour les risques de défaut. Les mêmes risques de défaut qu'on est en train de voir sur les cartes de crédit. Et maintenant, il faut rajouter à ça le fait qu'on est en train de voir un début de déflation aux États-Unis, notamment sur le mois qui vient de passer. Et clairement, on peut y trouver une certaine logique puisque le consommateur ayant plus de difficultés, on va avoir moins de demandes, l'offre est toujours présente et donc les prix peuvent commencer à baisser. Après, on ne va pas non plus crier au loup. On n'a eu qu'un seul mois où on a eu une légère baisse au niveau des prix. On va voir ce qui va se passer dans le futur. Donc, si on regarde sur l'inflation globale, on a fait moins 0,1% en juin 2024. Au niveau de l'alimentation, on a fait plus 0,2%. Donc, on est quand même sur une augmentation assez faible parce que si on fait 0,2 x 12, on va être à 2,4% par an. Donc, ce n'est pas non plus énorme. Ensuite, si vous prenez l'énergie, on a eu par contre là clairement une baisse. Donc, les prix de l'énergie ont baissé aux États-Unis. Ensuite,
Ensuite, si vous regardez les autres éléments auxquels on enlève l'énergie et l'alimentation, qui sont surtout contrôlés par les prix du marché, eh bien on vient de faire plus 0,1% sur toute cette catégorie. Donc on est pratiquement à l'arrêt sur l'augmentation des prix. Maintenant, toutes ces informations, clairement, je ne suis pas les seuls à les regarder. Alors déjà, je tiens à dire que pour moi, il y a bon nombre d'indicateurs qui montrent que on va aller vers une baisse des taux. Et ce qui m'amuse en ce moment, c'est que vous avez JP Morgan qui vient de dire qu'il voyait peut-être les taux rester plus longtemps, plus haut que ce que les personnes pourraient l'espérer, alors qu'en 2023, il disait que le marché allait être catastrophique, et en 2024, et d'ailleurs maintenant, la personne qui faisait donc les études économiques de l'entreprise vient d'être poussée à la porte parce qu'ils se sont clairement trompés vu ce qui vient de se passer en bourse. Donc voilà, quand je vois que tout le monde dit que ça va pas avoir lieu, je me dis peut-être que ça va avoir lieu. Et de la même façon, les marchés n'y croyaient plus du tout si vous regardiez le CME FedWatch Tool, donc les prévisions des taux d'intérêt par les marchés. Et là, en quelques jours, on vient de revenir sur une très forte probabilité d'après les marchés d'une baisse des taux, soit en septembre, soit en novembre. Clairement, je ne m'amuse pas à essayer de deviner quand est-ce que ça va avoir lieu. Personne ne le sait à part la Banque centrale qui va prendre la décision. Cependant, la Banque centrale, elle aussi, elle regarde clairement les indicateurs qu'on a vus dans cette vidéo ensemble en ce moment. Et ils ont dit cette semaine que conserver des taux d'intérêt trop hauts pour trop longtemps pourrait impacter la croissance de l'économie. Et donc, on a entendu dans leur discours, en tout cas, on peut imaginer qu'ils voient une baisse des taux assez rapidement. On ne sait pas quand, mais clairement, c'est un signal positif qui a été envoyé aux investisseurs. Pour conclure, alors personnellement, je pense que je dois être investi. Évidemment, il y a une possibilité de baisse sur la consommation et donc sur certaines entreprises que j'ai en portefeuille et sur les entreprises cycliques, ce qui m'amène évidemment à être prudent. Et on a eu d'ailleurs plusieurs exemples d'entreprises qui peuvent être cycliques et qui peuvent être affectées par la consommation et qui ont souffert en bourse récemment. On pensera par exemple à Nike. Et j'ai des entreprises en portefeuille qui peuvent aussi souffrir de ça. On pensera par exemple aux entreprises qui vendent des produits directement aux consommateurs comme Apple, Tesla, etc. Maintenant, si on parle de la baisse des taux, clairement, une baisse des taux pour l'économie qui serait en bonne santé, ça peut être très positif en bourse. Mais si on a une baisse des taux suite à une panique, suite à des difficultés sur l'économie, ça peut avoir l'effet inverse. Si vous regardez historiquement, quand on baisse les taux, ça ne veut pas forcément dire que la bourse monte ou baisse, c'est vraiment au cas par cas. Par contre, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que sur certaines entreprises qui ont besoin de taux d'intérêt plus bas pour fonctionner, là, ça peut être très positif. Et c'est pour ça que je n'essaie jamais de prévoir ce que va faire le marché par rapport à l'économie. Par contre, je regarde l'économie parce que ça a beaucoup d'impact sur certaines entreprises individuelles. Je préciserai aussi que clairement, on a beaucoup de pression sur la Banque centrale américaine en ce moment et il va falloir qu'ils prennent une décision parce qu'on voit que les consommateurs sont en train de souffrir. Après, évidemment, je reste investi, je suis content de mon portefeuille et je pense que ce n'est pas fini au niveau de la hausse sur le long terme. J'ai pas mal d'entreprises dans mon portefeuille qui se sont très bien comportées depuis le début de l'année. Je fais mieux que le S&P 500, je vous en parle parce qu'il y a une personne qui m'a demandé en commentaire où j'en étais et donc voilà, je me suis amusé à les regarder, même si au quotidien, je vous le dis, je ne regarde pas du tout ma performance, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de gagner plus d'argent, d'avoir le portefeuille le plus gros possible et le retour sur investissement, c'est quelque chose que je ne vais pas m'amuser à regarder au quotidien parce que sinon je vais faire des décisions très court terme et je préfère être plus long terme. Au final, si je regarde le moins possible les marchés, eh bien je suis moins tenté d'avoir des réactions émotionnelles. Et c'est pour ça que dans mes Excel de suivi, je ne mets pas mes retours sur investissement et je me connecte le moins souvent possible aux courtiers, sauf si c'est pour faire des achats parce que les courtiers vous le calculent automatiquement et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de savoir au quotidien où j'en suis. Donc voilà un petit peu pour cette clarification, je pense que c'est important de se le rappeler, en tout cas c'est ma vision des choses. Donc pour finir, parce que j'ai encore fait une tangente et la vidéo va être trop longue, oui j'ai des positions qui sont sensibles à la baisse des taux et je suis sur des secteurs que je pense innovants et sur de l'adoption en courbant S. Et donc clairement, si le consommateur souffre, eh bien ça peut amener des difficultés sur certaines de mes entreprises. Et par contre, si on arrive justement à avoir une économie qui se porte bien en baissant les taux, justement parce que l'inflation est maintenant réglée et que la Banque centrale a un mandat double qui est et d'avoir une inflation sous contrôle et aussi une économie et un emploi qui se porte le mieux possible, je pense qu'il y a sûrement de beaux jours devant moi pour mon portefeuille. Évidemment, seul l'avenir nous le dira, mais je reste confiant sur le long terme. Je me rends compte en finissant la vidéo qu'elle a été un petit peu plus décousue que prévu, j'ai fait pas mal de tangentes, mais bon, au final, ça me permet aussi de vous partager ma réflexion en direct et ça fait des vidéos, je pense, un petit peu plus conviviales. J'espère en tout cas que le sujet vous aura intéressé, n'hésitez pas d'ailleurs à en parler en commentaire. Pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, si vous souhaitez plus de contenu, vous trouverez en description des liens vers les cours vidéo offerts sur les bases pour commencer à investir en bourse. Et vous avez aussi le programme sur la bourse et les finances personnelles pour ceux qui souhaitent aller plus loin et être accompagnés. N'hésitez pas d'ailleurs à venir m'en parler en DM sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.